Elle était bien plus qu'une icône du cinéma des années 1960. Élise Vardon, avec sa grâce captivante et son charisme envoûtant, incarnait le glamour à la française. Mais derrière son allure éblouissante et son sourire magnétique, se cachait une femme d'acier. Dans les derniers chapitres de sa vie, Élise a prouvé qu'elle n'était pas qu'une star. Survivante, porteuse de vérité et militante acharnée, elle a combattu ses tourments intérieurs, dénoncé des escrocs financiers et affronté la maladie avec une franchise brutale. Élise n'a jamais joué la victime. Elle a lutté avec élégance, rugi avec force et fait face à la mort avec le même courage qui définissait sa vie, à l'écran comme dans l'ombre. Une enfance entre douleur et musique. Née Marie-Élisabeth Vardon le 7 septembre 1935 à Marseille, France, Élise grandit dans un mélange de privilèges et de blessures intimes. Son père, Julien Vardon, était un diplomate influent, un homme d'ordre et d'exigence. Sa mère, Irina Petrova, une émigrée ukrainienne ayant fui la révolution à Kiev, portait un héritage de perte et de résilience, qu'elle transmit à sa fille, souvent avec froideur. La famille vivait entre Paris, où son père travaillait, et Marseille, où Élise passa ses premières années sous la garde de sa grand-mère paternelle, Thérèse de Larocque, une aristocrate d'origine corse. Leur maison était élégante mais émotionnellement austère. Dès l'enfance, Élise se sentit étrangère. Née avec une légère asymétrie faciale, elle subit des moqueries cruelles à l'école. Les enfants la surnommaient « la tordue », un terme blessant visant son apparence. Même les adultes chuchotaient. Comment des parents si distingués ont-ils eu une enfance si imparfaite? Je ne me sentais pas juste laide, confia-t-elle plus tard. J'avais l'impression que mon visage autorisait les gens à me blesser. Sa mère, obsédée par la perfection, n'atténua pas cette honte. En 1943, pendant la guerre, la famille retourna à Marseille pour voir la grand-mère mourante d'Élise. J'étais maigre, apeurée, différente, se souvenait-elle. Ce voyage, marqué par les privations, renforça son sentiment d'être brisée. Son refuge? Le violoncelle. Élise y trouva une voie, un exutoire. Elle étudia avec André Navarra, un maître du violoncelle, qui vit en elle une âme expressive. La musique devint sa discipline, son salut. À 16 ans, elle demanda une chirurgie pour corriger son asymétrie. Face à l'hésitation de ses parents, elle menaça de tout abandonner. Je voulais qu'on voie ma douleur, admit-elle. L'opération, réussie, transforma son apparence et sa confiance. Je me suis redressée. Pour la première fois, on me regardait sans détourner les yeux. Cette métamorphose alluma une ambition. Être vue, entendue, célébrée. À la fin de son adolescence, Élise intégra le cours Florent à Paris, puis étudia sous la direction de Tania Balachova, une professeure de théâtre réputée pour son intensité. La douleur de mon enfance était ma force sur scène, expliqua-t-elle. Le violoncelle lui enseigna la rigueur, les moqueries l'empathie, et la chirurgie la liberté de rêver. Élise ne se contenta pas de survivre à son enfance. Elle en fit une arme. Une étoile née dans l'effervescence parisienne. Dans les années 1950, Paris vibrait d'un renouveau culturel. Le cinéma redéfinissait l'identité française, et Élise, alors âgée de 20 ans, plongea dans ce monde. Grande, élégante, et d'une beauté saisissante après son opération, elle devint mannequin pour des campagnes de mode. Mais c'est un photographe, Lucien Garnier, qui changea son destin. Ses portraits, mêlant fragilité et puissance, attirèrent l'attention de la réalisatrice Claude Autant-Lara. Celle-ci l'a choisie pour incarner Marguerite, une jeune femme complexe dans Les ombres du passé, 1956, adaptée d'un roman de Colette. À 21 ans, Élise devint une révélation. La même année, elle joua dans L'Étoile filante de François Truffaut et Cœur fragile, où elle incarna une héroïne douce mais déterminée. Le public fut captivé par son magnétisme, à la fois vulnérable et intense. En 1958, elle tourna sous la direction de Roger Vadim dans Les Rivages perdus, tenant tête à des stars comme Alain Delon. Sa carrière s'internationalisa dans les années 1960 avec des rôles dans La Légende d'Athènes aux côtés de Anthony Quinn et L'Épée de l'ombre, un film franco-italien. Son rôle de Diane dans la trilogie Les Aventuriers, avec Yves Montand et Catherine Deneuve fit d'elle une icône populaire. Les films, mêlant action et humour, furent des succès. Mais les médias la comparèrent à Brigitte Bardot, une étiquette qu'elle rejeta. « Je ne suis pas Bardot, et je ne veux pas l'être », déclara-t-elle. On oublie que nous, les femmes, avons des pensées, des colères, des rêves. Élise parla italien couramment, ce qui lui ouvrit les portes du cinéma européen. Elle tourna avec Marcello Mastroianni dans L'ombre d'un rêve et Sean Connery dans The Flam Within. Ses rôles dans des drames comme L'âme perdue montraient son désir de profondeur. En coulisses, elle était franche, riait avec l'équipe, et défiait les réalisateurs. Elle détestait l'hypocrisie du milieu. Son mariage avec Lucien Garnier s'effrita en 1967 après 9 ans, miné par des tensions professionnelles. Puis, elle rencontra le réalisateur Paul Delorme, une rencontre qui marqua sa vie d'amour, de passion et de tragédie.
Élise rencontra Paul Delorme en 1965 sur le tournage de Les Chemins secrets. Fils d'un romancier célèbre, Paul était charismatique mais hanté par l'ombre de son père. Il était comme une statue grecque, écrivit Élise. D'abord méfiante, elle fut séduite par son intelligence. Ils se marièrent en 1968, dans une cérémonie intime. Leur relation, intellectuelle et créative, était fusionnelle. Paul voyait en Élise une muse. Elle joua dans ses films, comme L'heure sombre et Les flammes du silence, et participa à leur production. Elle voulait l'aider à dépasser l'héritage paternel. Mais leur mariage devint tumultueux. À la fin des années 1970, Paul sombra dans l'alcoolisme, devenant imprévisible. Élise décrivit dans ses mémoires de 2008, L'ombre portée, des nuits de peur où leur maison semblait un champ de bataille. Je me demandais si l'amour pouvait survivre à tant de chaos, écrivit-elle. Malgré tout, elle resta. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je voulais le sauver, confia-t-elle. En 1985, ils renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie spirituelle. Mais en 1998, Paul fit une chute mortelle dans leur appartement parisien, victime d'un traumatisme crânien. Élise veilla sur lui 5 jours à l'hôpital. Lorsqu'il mourut à 59 ans, elle fut brisée. « J'ai perdu une partie de moi », dit-elle. Elle ne se remaria jamais, rejetant les prétendants. « J'ai aimé, j'ai vécu », déclara-t-elle avec un sourire. Elle garda une photo de Paul sur sa table de nuit et parla de lui avec tendresse, évoquant leur amour complexe dans des documentaires. La mort de Paul, l'amour de sa vie, fut pour Élise un cataclysme silencieux. Il n'y eut ni cri ni effondrement spectaculaire, mais une douleur profonde, viscérale, qui semblait consumer l'air qu'elle respirait. Paul, avec ses rires éclatants et ses silences tourmentés, avait été son compagnon de route pendant des décennies. Son alcoolisme, une ombre persistante, avait marqué leur relation d'une empreinte indélébile. Lorsque la mort l'emporta, Élise se retrouva face à un vide qu'aucun mot ne pouvait combler. Mais elle n'était pas femme à se laisser engloutir par le chagrin. Au lieu de s'effondrer, elle choisit de transformer sa douleur en action, un acte de résistance contre le désespoir qui menaçait de l'engloutir. Cette transformation ne fut pas immédiate. Les premiers mois après la perte de Paul furent un brouillard de souvenirs et de regrets. Élise passait des heures dans leur appartement parisien, entourée d'objets qui portaient encore l'empreinte de son mari, un vieux briquet en argent, une pile de livres annotés, une écharpe oubliée sur le dossier d'un fauteuil. Chaque objet était une porte ouverte sur un passé qu'elle ne pouvait plus toucher. Mais dans ce chaos émotionnel, une idée germa, écrire. Écrire pour comprendre, pour exorciser, pour témoigner. Écrire pour ne pas laisser la mémoire de Paul se réduire à ses luttes, mais pour célébrer aussi l'homme qu'il avait été. En 2008, Élise publia L'ombre portée, un livre qui allait marquer un tournant dans sa vie. Ce récit, à la fois intime et universel, racontait sans phare l'alcoolisme de Paul et ses répercussions sur leur vie commune. Elle n'épargnait rien, ni les nuits blanches où elle le cherchait dans les bars, ni les disputes qui laissaient des silences lourds, ni les moments de tendresse qui, malgré tout, les unissaient. Mais ce livre n'était pas seulement une chronique de la douleur, c'était aussi le portrait d'une survivante. Élise y révélait sa force, sa capacité à aimer malgré les blessures, à rester debout face à l'adversité. Elle écrivait avec une honnêteté brutale, refusant de masquer les failles de Paul ou les siennes. « J'ai voulu dire la vérité, sans complaisance », confia-t-elle lors d'une interview radiophonique. Ce livre, acclamé par la critique, toucha des milliers de lecteurs, non seulement pour son courage, mais pour sa capacité à transformer une tragédie personnelle en une réflexion universelle sur l'amour et la perte. L'ombre portée ne fut pas seulement un acte d'écriture, ce fut un acte de rédemption. En mettant des mots sur sa douleur, Élise se libéra d'une partie du poids qu'elle portait. Elle ne cherchait pas à oublier Paul, mais à lui rendre justice, à lui donner une place dans son histoire qui ne soit pas définie uniquement par ses démons. Ce livre devint un refuge, un espace où elle pouvait dialoguer avec lui, même dans son absence. Et pour ceux qui la lisaient, Élise devenait une figure d'inspiration, une femme qui, face à la perte, avait choisi de créer plutôt que de se taire. En 2011, un nouveau coup dur frappa Élise, cette fois sous la forme d'une trahison qu'elle n'avait pas vue venir. André Lemoine, un conseiller financier en qui elle avait placé une confiance aveugle, l'avait escroqué de 2,5 millions d'euros. Cette somme, fruit de décennies de travail acharné dans le cinéma et le théâtre, représentait non seulement sa sécurité financière, mais aussi le symbole de son indépendance. Découvrir que cet argent, qu'elle avait soigneusement mis de côté, avait été détourné par un homme qu'elle considérait comme un allié, fut un choc presque aussi violent que la perte de Paul. Lemoine n'avait pas agi seul. Comme Élise le découvrit avec stupéfaction, elle n'était pas sa seule victime. Parmi les autres personnes escroquées figuraient des noms prestigieux, comme l'actrice Juliette Binoche, dont la renommée n'avait pas suffi à la protéger de la cupidité de cet homme. Lemoine, avec son charme policé et ses promesses d'investissement juteux, avait tissé une toile complexe de mensonges, exploitant la confiance de ses clients pour s'enrichir.
Pour Élise, cette trahison était plus qu'une perte financière. C'était une violation de sa dignité, une atteinte à tout ce qu'elle avait construit. Déterminée à ne pas se laisser abattre, Élise porta plainte. Le processus judiciaire fut long et épuisant, un labyrinthe de paperasse, d'audiences et de confrontations. Elle se retrouva face à Lemoine dans une salle d'audience, son regard perçant croisant celui de cet homme qu'elle avait autrefois considéré comme un ami. « Vous avez volé plus que de l'argent », lui lança-t-elle lors d'une déposition, sa voix tremblante de colère contenue. Grâce à son acharnement et à celui des autres victimes, une partie des fonds fut récupérée, bien que la blessure reste vive. Cette expérience, humiliante et rageante, renforça sa conviction que l'impunité des puissants, qu'ils soient fraudeurs ou politiciens, devait être combattue. En 2020, Élise transforma cette épreuve en un nouveau livre, L'argent volé. Ce récit, tout aussi incisif que l'ombre portée, dénonçait non seulement l'escroquerie dont elle avait été victime, mais aussi les failles d'un système financier qui permettait à des individus comme Lemoine d'agir en toute impunité. Elle y explorait les mécanismes de la confiance trahie, les rouages d'une fraude sophistiquée, et les conséquences émotionnelles d'une telle perte. Mais plus encore, elle y affirmait sa résilience, son refus de se laisser définir par cette trahison. L'argent, on peut le regagner. La dignité, on la reconstruit, écrivait-elle dans les dernières pages. Ce livre, bien accueilli par le public, devint une arme dans son combat pour la justice, un cri contre l'injustice et l'exploitation. Si Élise était connue pour ses combats intellectuels et littéraires, elle l'était tout autant pour son amour des animaux. Cet amour, qu'elle portait en elle depuis l'enfance, devint une force motrice dans la seconde moitié de sa vie. En Ardèche, loin du tumulte de Paris et de la Côte d'Azur, elle trouva un refuge pour donner un sens concret à cette passion. Elle devint présidente d'un refuge pour animaux maltraités, une décision qui surprit certains de ses proches, habitués à la voir dans des cercles artistiques ou intellectuels. Mais pour Élise, ce choix était une évidence. Les animaux, avec leur innocence et leur vulnérabilité, représentaient une cause pure, dénuée des ambiguïtés des combats humains. Pour s'installer en Ardèche et consacrer son temps à ce refuge, Élise fit un sacrifice qui en dit long sur ses priorités. Elle vendit sa maison à Saint-Tropez, un lieu chargé de souvenirs et de glamour. Cette maison, où elle avait organisé des soirées mémorables et accueilli des amis célèbres, était un symbole de son succès. Mais pour Élise, le bien-être des animaux passait avant tout. Avec l'argent de la vente, elle finança des améliorations pour le refuge. De nouveaux enclos, des soins vétérinaires, des campagnes de sensibilisation. Elle passait des heures à s'occuper des chiens abandonnés, des chats maltraités, des chevaux rescapés d'une vie de négligence. Chaque animal sauvé était, pour elle, une petite victoire contre la cruauté du monde. Son engagement ne s'arrêtait pas aux animaux. Élise milita avec la même ferveur pour l'environnement, dénonçant la destruction des écosystèmes et l'usage des armes chimiques. Elle participait à des manifestations, écrivait des lettres ouvertes, rencontrait des décideurs politiques pour plaider la cause de la planète. « Si nous ne protégeons pas la Terre, nous n'aurons plus rien à léguer », disait-elle souvent, avec une conviction qui désarmait ses interlocuteurs. Elle voyait dans ses combats une extension de sa lutte pour la justice, une manière de défendre les plus faibles, qu'ils soient humains ou non. Parmi les causes qu'Élise portait, celle de l'euthanasie était peut-être la plus personnelle. Pour elle, le droit de choisir sa fin n'était pas une idée abstraite, mais une question de dignité fondamentale. Cette conviction, elle l'avait forgée à travers les épreuves de sa vie, la mort de Paul, les trahisons, les combats. Elle avait vu trop de souffrances, trop de luttes inutiles contre des corps qui ne pouvaient plus suivre. Pourquoi forcer quelqu'un à vivre dans la douleur, quand il n'y a plus d'espoir, demandait-elle lors de débats publics, sa voix empreinte d'une autorité tranquille. Son plaidoyer pour l'euthanasie n'était pas un appel à la résignation, mais une revendication de liberté. Elle croyait fermement que chaque individu devait avoir le pouvoir de décider de sa propre fin, dans le respect de ses valeurs et de sa dignité. Elle s'inspirait des pays où cette pratique était légalisée, comme la Belgique ou les Pays-Bas, et rêvait d'une France où ce droit serait reconnu. Elle écrivait des articles, participait à des conférences, et partageait son point de vue avec une clarté qui forçait l'admiration, même de ceux qui s'opposaient à elle. En 2019, la vie d'Élise prit un nouveau tournant avec un diagnostic brutal, un cancer rare du foie. Ce verdict, prononcé dans le bureau aseptisé d'un oncologue parisien, fut comme un coup de tonnerre. À 84 ans, Élise n'était pas prête à se laisser abattre, mais elle savait que ce combat serait différent de tous ceux qu'elle avait menés. Le cancer, avec sa progression insidieuse, était un adversaire qu'elle ne pouvait ni confronter directement ni ignorer. Pourtant, fidèle à elle-même, elle choisit de l'affronter avec courage, transformant cette épreuve en une nouvelle occasion de témoigner. Elle partagea son combat avec une transparence désarmante, écrivant des chroniques dans des journaux et acceptant des interviews pour parler de sa maladie. Survivre, c'est épuisant, confia-t-elle un jour à une amie, les yeux brillants de larmes contenues. Chaque séance de chimiothérapie, chaque visite à l'hôpital,
était une bataille contre un ennemi invisible. Mais Élise refusait de se laisser définir par sa maladie. Elle continuait à travailler au refuge, à écrire, à militer, même lorsque la fatigue menaçait de la submerger. Ses proches admiraient sa ténacité, mais ils voyaient aussi les moments où, seule, elle laissait tomber le masque, épuisée par la lutte. En 2021, une lueur d'espoir apparut. Élise entra en rémission. Ce moment, qu'elle décrivit comme une victoire arrachée au chaos, fut célébré avec une joie discrète mais profonde. « Je savoure cette victoire », déclara-t-elle à ses amis, un sourire illuminant son visage marqué par les épreuves. Elle retrouva une partie de son énergie, recommença à voyager, à rendre visite au refuge, à écrire avec une ferveur renouvelée. Mais cette rémission, aussi précieuse soit-elle, ne dura pas. En 2022, le cancer revint, plus agressif encore. Les traitements, qui avaient autrefois offert un répit, devinrent insoutenables. Élise, qui avait toujours cru en la science, se retrouva face à une réalité brutale. Les médecins voulaient la sauver, mais leurs efforts la faisaient souffrir davantage. « Vous voulez me sauver, mais vous me tuez », dit-elle un jour à son oncologue, sa voix mêlant frustration et résignation. Ces mots, prononcés avec une clarté douloureuse, marquèrent un tournant. Élise comprit que prolonger sa vie à tout prix n'était pas ce qu'elle voulait. En novembre 2022, elle prit une décision qui reflétait toute sa vie. Elle choisit d'arrêter les traitements. Ce n'était pas un abandon, mais un choix mûrement réfléchi, en accord avec ses convictions sur la dignité et la liberté. « Je veux vivre mes derniers jours à ma façon », affirma-t-elle, avec une sérénité qui impressionna ceux qui l'entouraient. Elle voulait des jours remplis de sens, entourée de ceux qu'elle aimait, dans un environnement qui lui ressemblait. Elle passa ses dernières semaines à Paris, dans une chambre d'hôpital à Sainte-Anne, où elle recevait des visites, écoutait de la musique et dictait des lettres à ses amis. Élise s'éteignit en décembre 2022, à l'âge de 87 ans. Sa mort, survenue dans la quiétude d'une nuit d'hiver, fut à l'image de sa vie, digne, courageuse, assumée. Elle n'avait pas d'enfants, par choix. Les enfants, ce n'était pas pour moi, avait-elle souvent dit, avec un sourire qui désarmait toute question. Mais elle laissait derrière elle un héritage immense, fait de livres, de combats, de gestes de générosité. Ses écrits continuaient d'inspirer. Son refuge en Ardèche poursuivait son œuvre, et ses idées sur la justice, la liberté et la dignité résonnaient dans les cœurs de ceux qui l'avaient connue. Dans ces derniers jours, Élise avait demandé que l'on se souvienne d'elle non pas pour sa maladie ou ses épreuves, mais pour sa capacité à transformer la douleur en action, la perte en création. Elle voulait qu'on célèbre sa vie, ses passions, ses combats. Et ainsi, même dans la mort, Élise restait une force, une lumière, une femme qui avait vécu à sa façon, jusqu'au bout. Ses funérailles, au crématorium de Montparnasse, réunirent des figures comme Catherine Deneuve et Gérard Lanvin. Ses cendres furent dispersées en mer, libres comme elle. Élise Vardon fut plus qu'une star, une femme honnête, courageuse, qui brisa les masques. Quel moment de sa vie vous a marqué? Partagez en commentaire. Si son histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits de vies extraordinaires.